Et la récompense, c'est là où ils sont assez fins aussi. Dans la plupart des jeux, on va toujours avoir une récompense en pièces, en bonus, en nouvelle épée, encore 3 fois plus grosse que la précédente, bon, etc. Qui va être sur nous-mêmes, voilà, qui va augmenter nos capacités. Dans ICO, c'est quasiment jamais le cas. La seule récompense qu'on a, c'est en fait de survivre pour aller plus loin ensemble, de continuer cette relation qu'on a avec le personnage, de vivre pour voir un nouveau jour ensemble. Et donc, il n'y a aucune augmentation de puissance de nos objets, de pouvoir ou quoi, qui remettrait l'attention du joueur sur son héros. Non, non. Ils l'ont géré pour ne pas mettre ces surcouches qui détourneraient l'attention du joueur de ce lien. Et maintenant, donc on a bien vu que niveau l'architecture de l'ensemble du jeu, tout est fait pour questionner toujours ce lien. Et on va voir une action bien détaillée et voir comment, dans ses tenants et les aboutissants, le moindre détail de cette action gameplay va aussi fonctionner en cohérence avec le thème. Et pour ça, j'ai choisi de prendre l'action de attaquer à dessein, parce que c'est la plus commune, on pourrait dire, avec peut-être sauter, mais voilà, je pense qu'on a vraiment ces deux grands trucs dans le jeu vidéo. Tous les jeux ont ce truc-là. Et bon, c'est généralement une action qui est au cœur du jeu. Voilà, Gears of War, ce que vous voulez, on est là pour bourriner tout le monde, pour attaquer tout le monde, et rien de plus. Souvent, cette action est assez décorrélée du thème d'ailleurs. Voilà, ça va constituer le gameplay principal. Après, quels objectifs ça sert finalement, on s'en fiche un peu. Typiquement, rien dans Final Fantasy aussi. C'est quand même marrant, je sais pas si vous avez vu le joueur du grenier là, sur Final Fantasy VII il n'y a pas longtemps. Il y a tout un trip comme quoi on doit être écologique, etc. Dans FF7, toute une morale écologiste qui est assez bien faite par ailleurs. Puis finalement, dans le gameplay, on passe son temps à attaquer, à massacrer tous les animaux qui nous tombent sous la main, quoi. Voilà. Là, il est là, puis c'est marrant, le joueur du grenier, il est là, je sauve la nature et tout, il est là à massacrer les pauvres bestiaux. Donc souvent, voilà, on voit bien que c'est complètement, ça n'a rien à voir à chaque fois, et que ça ne fonctionne pas forcément super bien, dès qu'on se penche un peu dessus. Là, on va voir que dans déjà les causes de l'action, avant l'action en elle-même, puis dans la manière dont se passe l'action et dans les conséquences qu'elle a, que au contraire, là, dans ICO, c'est hyper cohérent. Donc au niveau de la cause, c'est déjà, comme je disais, c'est pas le personnage principal qui est attaqué, c'est Yorda. Et les ennemis n'attaquent jamais le héros. Ou alors, les seules fois où ils l'attaquent, c'est quand il y en a un qui a kidnappé la princesse. Et donc, quand on se jette à leur poursuite, là, ils vont nous attaquer, mais pas du tout pour nous tuer, juste pour nous retarder dans notre action d'aller savater celui qui a kidnappé la princesse et d'aller la sauver. Donc, là encore, la cause n'est pas du tout la même et donc nous fait voir l'action complètement différemment. Du coup, ça fait que l'action, voilà, comme je dis, elle est chargée du sens de défendre et non pas de attaquer, ce qui fait un retournement complet par rapport à tous les autres jeux. Et dans la manière dont c'est mis en scène, dans la plupart des jeux où on peut attaquer, on est souvent là justement pour se sentir vachement valorisé par rapport à ça. Donc on a des situations, on a un sniper et on voit les mecs de loin, on sait qu'on peut bien les massacrer, voilà, pour se sentir toujours un peu en position de supériorité. Pas du tout dans ICO, parce que les ennemis sont déjà toujours 10 fois plus nombreux que nous. Il faut en plus, bon, c'est assez long de les tuer, donc même au bout d'un moment, et ça c'était assez risqué comme pari, mais c'est même presque plus fun d'attaquer, donc plus dans le sens plus du tout, quoi, parce que c'est tellement long et le héros est tellement mauvais dans cette action, on va le voir après, que on sent qu'il n'est pas fait pour faire ça, quoi, et qu'on n'est pas là pour ça. Donc voilà, on n'est pas là pour être un guerrier, mais juste quand il le faut, quand on y est obligé, voilà, de se poser en rempart parce qu'on n'a pas d'autre solution sous la main pour défendre la princesse. Donc ça, c'est quand on présente la situation au joueur. Puis quand le joueur attaque, toutes les animations, tout le graphisme, tout montre que le personnage n'est pas fait pour attaquer. Premièrement, bon, les ennemis sont très mystérieux, on ne sait pas trop finalement s'ils sont touchés par nos attaques ou pas, donc on se sent assez impuissant. La seule arme qu'on a, c'est un pauvre bâton, voilà, c'est un vieux bâton en bois tout pourri, quoi, donc qui n'exprime pas du tout la notion de combat. Le héros en lui-même, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. C'est un gamin de 12 ans, tout chétif, et même dans ses animations, quand il manie son bâton, voilà, il se casse à moitié la figure,
il met un peu de temps à revenir, on sent qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Et, et d'ailleurs, ça, on peut le mettre en opposition avec la plupart des jeux, justement, on a cette notion d'attaquer, où le design du personnage exprime cette notion dans Gears of War. Voilà, Marcus Phoenix, le gars, il fait à peu près 3 fois ma carrure et 2 fois ma taille. Il a un flingue qui est une espèce de mitrailleuse, lance-roquette, tronçonneuse. Voilà. Bon, le gars, il s'est écrit sur sa tronche, massacre, quoi. C'est clair et net. Dans Devil May Cry, à l'inverse, donc plus vision japonaise des choses, bon, il est plus fluet, mais il est quand même, le héros, Dante, il est quand même hyper musculeux. Il a une épée qui, comme dans tous les jeux japonais, fait 2 fois sa taille. Il y a toujours des poses, je gère. Voilà, on voit qu'il est là pour attaquer et qu'il y prend plaisir d'ailleurs. Donc, vraiment au niveau de design graphique, il y a tout un sous-entendu dans le design et des animations par rapport au rôle du personnage. Et donc, dans Ico, ils ont pris exactement l'inverse pour exprimer que là encore, on n'est pas là pour ça. Et comme je disais, les ennemis sont toujours en surnombre et mettent 3 plombes à être tués. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de faire en fait, quoi. Contrairement à Gears of War, etc., où on voit des ennemis, on est là, ah super, je vais pouvoir tous les massacrer. Et du coup, comme je disais, la conséquence, c'est pas ramasser des bonus, prendre de l'expérience, etc. C'est juste conserver l'intégrité de la princesse et donc du lien qu'on a avec elle et rien de plus. On ne se bat que pour ça. Donc pour l'autre et puis pour arriver à survivre ensemble et aller au prochain, enfin voilà, pouvoir continuer ensemble. Donc là on a vu sur l'ensemble du jeu comment ça fonctionne, sur comment ils ont pensé les moindres détails d'une action pour exprimer ce thème. Et on pourrait parler de toutes les autres actions qu'il y a dans le jeu qui sont toutes pensées aussi en cohérence avec ça. Rien que la notion de sauvegarder, qui est généralement un truc qui est extra-diégétique, enfin qui n'est pas inclus à l'univers du jeu, là dans Ico, ils le font. Ils incluent ça dans l'univers du jeu et pour sauvegarder, il faut s'asseoir sur un banc. Et c'est que quand la princesse vient s'asseoir aussi sur le banc avec le héros, et là ils se tiennent la main, voilà, que l'écran de sauvegarde s'affiche. Si le héros s'assoit tout seul sur le banc, il n'y a même pas d'écran de sauvegarde. Donc voilà, ils arrivent à un peu incarner cette espèce de temporalité hors du jeu. Là, pareil, une espèce de temporalité hors des épreuves, de temps de repos, qui met encore en scène le lien. Pareil, l'action de tenir la main, qui est, je pense, je dis peut-être une bêtise, mais c'est vraiment la première ou au moins une des premières fois qu'on a cette action, qui est en plus vraiment au cœur du gameplay, de tenir la main au personnage pour l'amener. Et il y a un truc qui est vachement bien fait dans le truc de tenir la main, c'est ils ont fait exprès que si on va vraiment à pleine vitesse, comme le héros est un peu plus robuste quand même physiquement que l'héroïne, on voit dans son animation qu'elle galère à le suivre, elle trébuche un peu, voilà. Et même dans la manette vibre, comme si vous sentiez les secousses dans son épaule. Et voilà, on voit vraiment qu'elle est en difficulté. Et moi je me rappelle, du coup j'étais tellement dans le truc que du coup je ralentissais exprès pour pas qu'elle galère, la pauvre petite. Donc comme quoi la mise en scène fonctionne plutôt bien. Donc bon, tout est fait dans Ico pour nous amener à ça. Maintenant, on pourrait parler de Passage. Est-ce que tout le monde connaît le jeu Passage ou pas? Non? Je propose que si quelqu'un... c'est un jeu qui prend 5 minutes, donc je propose qu'on fasse une partie. Comme ça, on verra le jeu. Par contre, j'espère qu'il y aura la musique, parce que vraiment, la musique, elle apporte un truc. Et après, on pourra en parler. Alors, clac. Clac. Ouais, vers le début. Au bout de 5-10 secondes, quoi. Tu veux jouer, du coup? Non, quelqu'un peut jouer. Ouais, quelqu'un qui connaît pas le jeu, de préférence. Bon, vas-y. Ouais, Alors, c'est très très particulier. Hein. Hop là. Ouais, c'est bon. Voilà. Justement, on n'explique pas, à toi d'essayer de découvrir.
Ouais, donc un jeu tout dans la joie et la bonne humeur, hein, comme on peut le voir. Donc évidemment, c'est un jeu qui est qui est assez particulier. Hop là. Un passage, donc bon, là vous voyez, c'est quelque chose, c'est pas du tout un jeu traditionnel et ça change pas mal de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc c'est un jeu qui a été fait en 2007 par un type qui s'appelle Jason Rohrer, qui est assez connu dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est vraiment une œuvre assez personnelle et qui justement, enfin, dit à la fois sa vision très personnelle des choses et sur des thèmes très universels. En fait, il avait créé ce jeu un peu à l'aube de ses 30 ans, il allait se marier avec sa femme, etc. Il voyait sa vie qui commençait vraiment à se construire et il essayait de faire un peu un retour sur comment il voyait finalement le déroulement de la vie. Et c'est le sujet. Hein. Et du coup, ce jeu, on voit bien que là, on n'a pas du tout comment dire, les expédients habituels qui ne viennent pas du jeu vidéo, qu'on peut voir dans le jeu, donc cinématique, dialogue, etc. Là, on voit bien qu'on est purement dans du jeu, il n'y a que des règles de gameplay quoi, qui vont exprimer les choses. Et du coup, chacune, voilà, ce jeu, dans chacune de ces règles, va exprimer un petit peu sa vision personnelle de la vie. On peut peut-être essayer de faire un petit tour dans cette optique, du coup, qu'est-ce que vous avez vu qui, pour vous, exprime quelque chose, comment vous interprétez certains éléments, par exemple. Mhm. Mhm. Exactement. Mhm. Alors peut-être que les coffres, ils ont une incidence sur autre chose. Justement, on va en parler. En haut à droite, là on voit sur le screenshot. Ouais, un chiffre. C'est ça, voilà. On pourrait dire que c'est une espèce de score un petit peu. Et ce score, justement en lui-même, qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous d'ailleurs? D'accord, c'est le défilement du temps. C'est pas vraiment ça, parce qu'on voyait tout à l'heure, quand il revenait en arrière, le temps ne passait pas en fait. Mhm. Voilà, exactement. Effectivement. Ouais, ça aurait été intéressant, un feature de gameplay. Je pense que du coup, comme il l'a fait, il n'avait pas encore d'enfants. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des gamins dans le jeu. C'est vraiment plus. Hein? Ouais, ça commençait à devenir un peu dur. Voilà, alors que tout seul, peut-être que du coup, voilà, on aurait pu aller à certains endroits. Possiblement, justement, on va voir un peu effectivement qu'est-ce qu'il en est. Euh, on peut. Ouais. Mhm. Exactement. Et ça, justement, c'est vachement ça qui incarne le passage du temps, justement. Au début, on est jeune, on a tout devant nous, et ce qui est vraiment très très loin, on voit que ça se floute, voilà, ce qui, vraiment dans des années très très avancées, on ne sait pas du tout ce qui va pouvoir nous arriver. Puis au fur et à mesure, quand on est plus au milieu, voilà, on est un peu au milieu de la vie, on voit à peu près bien ce qui est devant, ce qui est derrière. Et puis à la fin, voilà, il y a juste le noir devant, il n'y a plus rien. Et tout est derrière nous, et en même temps, à moitié aussi flouté, comme quand on était jeune, parce que la mémoire, le foucan, enfin, tout se perd un peu dans les brumes du temps. Donc il y a ce truc-là qui est assez expressif, effectivement. On va développer un peu. Oui, quand je dis voilà, donc du jeu et uniquement du jeu, donc comme on disait, c'est vraiment juste le gameplay et toutes les interactions possibles qui vont, et les règles de fonctionnement du monde qui vont exprimer des choses. Donc on commence par la rencontre, ou pas d'ailleurs, mais généralement si, avec l'autre, qui va déterminer pas mal de choses. L'unique gameplay, voilà, c'est avancer. Euh, pas de souci. Et on a une récompense qui est du coup à interpréter pour chacun, une espèce de score, mais c'est juste un chiffre, ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est, ce que ça symbolise. Et donc c'est complètement, voilà, c'est quelque chose de complètement allégorique, on n'est pas du tout sur des personnages ou des décors qui sont figuratifs en eux-mêmes. Là on est vraiment dans la notion d'espace négatif, de laisser le joueur interpréter tout ce qui se passe. Donc premièrement, le personnage féminin, voilà, elle est dès le début
l'existence. Et bon, là j'ai assez mal formulé, mais en gros, si on est sur une voie toute tracée, donc le réflexe de pas mal de joueurs, c'est d'avancer tout droit. On est pas, la forme là, du truc nous suggère pas mal. Du coup, si on est sur une voie toute tracée, voilà, on est un peu obligé, en tout cas dans la vision de l'auteur, de se lier à quelqu'un d'autre, d'avancer, et voilà, et de se lier et puis de faire sa vie avec. Mais finalement, rien n'y oblige, parce que si on peut aussi complètement l'éviter, descendre, si dès le début du jeu on choisit d'aller voir des choses dans d'autres endroits et passer complètement à côté. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, il y a des passages qui sont très très visibles. Mais bon, on n'a pas arrêté de te les prendre, voilà, c'est vraiment des gros trucs du jeu. Et on voit que seul on pourrait y arriver, mais avec l'autre on ne peut pas, ça prend trop de place. Et du coup, ce qui incarne peut-être un peu sa vision à l'auteur, des contraintes quand on avance dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est à deux, on doit faire attention, etc. Voilà, vous vous doutez, bon, ça. Ah oui, oui, mais en fait, il a même offert à ça. Parce que là, on voit une vision négative qu'il peut avoir, mais il y a aussi plein d'éléments très positifs, et on va le voir après, justement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il l'avait offert à sa femme pour leurs 30 ans, ou un truc comme ça. Enfin, pour ses 30 ans, je crois. Si ça vous intéresse, vous tapez, je ne sais plus si j'ai mis l'adresse du site, mais passage Jason Rohrer, et il y a tout un explicatif, justement, de son interprétation, de comment lui, de qu'est-ce qu'il a voulu dire, quoi. Et l'historique qu'il y a derrière. Ok. Et par contre, quand on est du coup avec le personnage féminin, eh ben, le score augmente 2 fois plus vite. En fait, le score, on va voir, on en reparlera tout à l'heure, mais il augmente quand on avance, et quand on avance vers la droite, donc quand on avance un peu dans la vie, quand on a des choses, et si on est avec le personnage féminin, eh ben, il augmente 2 fois plus vite. Donc peut-être que c'est un peu incarné, voilà, cette richesse de l'échange avec l'autre, d'avancer ensemble dans quelque chose, voilà, de l'altérité, bon, ça, vous projetez bien, j'imagine, ce que ça peut raconter. Bon, et puis voilà, quand le personnage féminin meurt, voilà, de vieillesse, et ben, notre personnage est complètement ralenti, la tristesse, la fatigue, la fin de vie, de se retrouver dans la solitude. Ça vaudrait le coup, du coup, de se faire le jeu sans prendre le personnage féminin, pour voir si, du coup, si on n'est pas ralenti à la fin de la vie. Je pense que c'est pas le cas, parce que du coup, on ne subit pas cette tristesse. Et finalement, il n'y a pas besoin, pour exprimer cette relation entre les deux, d'utiliser tous les moyens voilà, de raconter, d'aller mettre 3 tonnes de texte, de narration, etc. Juste, on avance, hop, les deux persos se collent l'un à l'autre, il y a un petit cœur, ils avancent ensemble. Ok, c'est juste par ce feedback gameplay du petit cœur et cet événement gameplay qui arrive que le personnage avance avec nous maintenant, on a très bien compris ce qui s'est passé, voilà, qu'il y a une histoire d'amour qui se développe, qu'ils vont avancer ensemble. Ces éléments hyper simples se suffisent à eux-mêmes pour raconter quelque chose sans avoir à rajouter plein de trucs artificiels comme peut-être font pas mal de jeux aujourd'hui. Donc on en parlait, voilà, ce plan horizontal il incarne évidemment le temps, donc la vision du passé et du futur. Voilà, au début on a tout la vie devant nous, même si c'est un peu flou, au milieu tout est clair autour de nous, on se rappelle bien de ce qui nous est arrivé avant et on voit à peu près où est-ce qu'on va, et puis à la fin on oublie voilà, notre passé et on n'a plus rien devant nous, on a un peu parlé. Et puis le plan vertical, il n'incarne pas du tout le temps, mais moi je pense en tout cas, enfin, c'est vraiment mon interprétation perso, qu'il incarne à quel point on va explorer les phases de l'existence, alors quel que soit ce que ça peut vouloir dire, des passions, des relations avec d'autres personnes, j'en sais rien. Et là on peut soit avancer tout droit et du coup explorer superficiellement plein de phases, donc on va vraiment tracer chacune et en voir beaucoup, mais finalement on ne les aura pas vues en profondeur, ou alors on peut passer du temps en descendant du coup verticalement et en descendant dans les labyrinthes un peu de chaque phase différente et du coup s'investir pleinement dans beaucoup moins de phases, comme si on s'investit pleinement dans une passion ou deux au détriment d'autres choses, mais dans tous les cas le compteur tourne et voilà, notre temps, c'est le truc auquel on est tous confrontés de manière égale, reste toujours présent. Donc à nous de voir ce qu'on fait de notre temps par rapport à l'exploration de ces phases finalement. Si la map, c'est une bonne question, je ne sais même pas honnêtement. Je ne sais pas, ça vaut le coup de vérifier, de faire 2 parties. Moi j'ai toujours vu à peu près les mêmes choses, donc je pense qu'il a designé ça de manière à placer à peu près bien les situations pour justement il y ait assez il n'y ait pas de trucs bloquants,
qu'il y ait assez de trésors, etc. Après, je pense qu'un algorithme peut le faire assez facilement. Donc, et du coup, plus on descend en profond dans une phase d'existence, plus le labyrinthe va devenir complexe, puisque ça pourra peut-être incarner voilà, l'exigence de l'investissement dans un domaine. Et du coup, plus le labyrinthe est complexe, si on est avec quelqu'un d'autre, plus ça va être difficile de descendre au fond de ce labyrinthe. Donc il y a une prudence à avoir envers la personne avec qui on est, pour pas, on va dire, peut-être sacrifier cette relation par rapport à, à cette passion, à ce truc dans lequel on veut s'investir à fond. Ou alors on peut aussi tout simplement ne rester que sur le chemin du haut et pas se poser de questions, juste avancer. Et c'est intéressant, là, on a vu qu'il y avait des petits trésors qui faisaient augmenter le score. Et on a bien vu, il n'y avait pas du tout de trésors sur la phase tout en haut, sur la phase un peu d'exploration superficielle. C'est plus on descend en profondeur, plus on va voir potentiellement des trésors. Donc plus on s'investit dans les choses, plus peut-être plus on va revoir vraiment le joyau brut qui peut cacher à l'intérieur. Et du coup, donc, pour revenir sur la notion du score, le score, donc, il augmente progressivement sur l'avancée du joueur. Et là, chacun, moi c'était intéressant, il y en avait des étudiants, là, je leur demandais comment ils l'interprétaient. Il y en avait, c'était l'argent. Okay. D'autres, le bonheur, okay, pourquoi pas. D'autres, l'apprentissage, ce qu'on apprend dans la vie. D'autres, voilà, les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Vraiment, chaque personne a une interprétation assez personnelle, selon peut-être comment elle voit la notion de ok, notre vie, elle va vers où finalement, c'est quoi le dénominateur, c'est quoi qui juge finalement si notre vie est réussie ou pas, espèce de score, et chacun mettra derrière ça des trucs complètement différents. Ce qui est du coup assez révélateur potentiellement sur la personne. Donc le score il augmente quand on avance horizontalement, mais pas verticalement. Et du coup, pour reparler des trésors, donc quand on obtient un trésor, on augmente, enfin le score augmente de 100 points, donc vraiment grosse augmentation. Mais il y a aussi des trésors qui rapportent rien du tout en fait, donc quand ça rapporte quelque chose, il y a une espèce de petite étoile bleue là, quand ça rapporte rien, une espèce de petit tas de cendres ou je sais pas quoi. Comme quoi finalement, des fois en explorant des choses, on peut croire que quelque chose va être, tomber sur quelque chose de valeur, et puis finalement, en explorant vraiment, on se rend compte que non, ça valait pas le coup. Et finalement, en fait, on ne sait jamais à l'avance. C'est vraiment en avançant, en allant vers les choses, qu'on va se rendre compte si elles ont de la valeur ou pas, et qu'on va les comprendre de mieux en mieux. Donc, comme je disais, voilà, le score augmente 2 fois plus vite avec l'autre, bon, ça on avait parlé. Et puis, au final, quel que soit nos choix de vie, le parcours qu'on a choisi de vivre, et la fin sera pour tous les êtres humains toujours la même. Donc, qu'est-ce qui restera finalement? Une espèce de petite vision de cette petite tombe, voilà, surmontée par ce petit score qui incarnera si ce personnage a réussi ou pas, selon quels critères. On voit que c'est vraiment un jeu qui est vraiment à l'interprétation libre de chacun et hyper symbolique. Et là, du coup, on voit bien avec pour conclure un petit peu sur ces deux exemples, on voit bien que un jeu, s'il veut vraiment exprimer quelque chose en étant jeu et non pas en étant une espèce de pseudo-film ou pseudo-livre ou quoi que ce soit, va devoir utiliser cette unicité du gameplay pour exprimer non pas voilà, des sensations juste pas boum boum, non, des trucs assez primaux, mais que chaque règle de gameplay ait une signification, un sens qui est connecté au thème fondamental du jeu pour vraiment exprimer quelque chose par ce média jeu et non pas autrement. Voilà un peu pour ce que je pouvais vous raconter un petit peu là-dessus. On peut développer si vous avez des questions, des remarques, des ajouts. C'est une vision assez personnelle, hein, c'est pas parole d'évangile, on peut compléter. Voilà. Tac. Merci.